Messieurs, est-ce cette force qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres à très grande vitesse depuis le Big Bang? Cette force qui se cache dans le vide, une force sombre, noire, je ne sais pas si on l'a définie aujourd'hui, mais est-ce que c'est cette force qui participe? On appelle ça l'énergie noire. Et Greshka et moi, dans les années 95, nous avions prédit que notre univers ne pouvait s'expliquer dans sa dynamique, c'est-à-dire en fait à travers l'expansion qui était observée, ne pouvait s'expliquer qu'à travers ce que nous avons appelé un champ scalaire. Un champ scalaire, c'est-à-dire en fait un champ qui était responsable de l'accélération de l'expansion. Parce que ce sont des propriétés qui découlaient directement, si on peut dire, du modèle d'univers qui admet donc à l'origine une singularité. C'est en fait notre modèle avant le Big Bang, puisque la source même de cette énergie, de cette fameuse énergie dite d'expansion, qu'on appelle aujourd'hui l'énergie noire, qui est encore mystérieuse, oui, mais dont on constate les effets. Dont Albert Einstein d'ailleurs n'était pas... Non, Albert Einstein lui-même, d'abord, s'est opposé pendant très très longtemps à cette idée que l'univers puisse avoir une expansion. Et c'est simplement après l'avoir observé, parce qu'en 1929, on lui fait visiter l'observatoire du mont Wilson, et que là-bas, Hubble, qui est l'un des grands maîtres, si on peut dire, de cet observatoire, lui dit, bah, écoutez, voilà, on a fait des photographies, des mesures, des observations, et on voit que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et là, à partir de là, Einstein, 1931, n'a pu que se résoudre à ce qu'il voyait. D'accord. Mais pour revenir donc à cette fameuse énergie noire, en effet, nous l'avions prédite dans nos travaux dès les années 1995. D'accord. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on a l'impression que ce qui domine est un chaos où toutes les aiguilles, vous en avez parlé tout à l'heure, s'affolent, celle du temps, celle des températures, des boussoles. Quel est le pourcentage de chances que l'univers, que tout cela ait été créé par hasard? Et en fait, ce n'est qu'un chaos apparent, dans la mesure où lorsqu'on traverse cette fameuse barrière de Planck à l'envers, c'est-à-dire que si on remonte dans le passé pour aboutir à cette échelle de Planck qui marque le début du Big Bang, et qu'on se pose la question, comme nous l'avons fait dans nos travaux de thèse, savoir d'où ça vient, ce qu'il pouvait y avoir avant, la réponse, elle nous est donnée non pas par des intuitions, mais par des algèbres, enfin disons par des calculs mathématiques. C'est les mathématiques qui permettent d'ouvrir la voie, de passer cette barrière. Les mathématiques sont des instruments incroyablement exacts. On ne peut pas être plus exact qu'une équation. Lorsque un théorème, par exemple, vous permet d'accéder à une description de la réalité, on sait que cette description est rigoureuse. En fait, dans nos travaux de thèse, Igor et moi, nous avons pu dégager, découvrir, parce que je crois qu'un théorème, ça se découvre, ça se calcule bien sûr, mais c'est un calcul qui permet de découvrir un nouvel aspect de la réalité. Et ce théorème que nous avons découvert nous a permis d'accéder à certaines des propriétés de ce qu'on appelle le pré-espace-temps, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant l'espace-temps. Oui. Et ces propriétés, elles sont loin d'être chaotiques, en fait. Elles sont apparemment chaotiques parce que des principes d'incertitude règnent, parce que, en effet, la mécanique quantique gouverne à cette échelle de Planck avec une sorte de protocole d'incertitude qui rend aléatoire la saisie des phénomènes que nous pouvons en avoir. Mais c'est une perception. En réalité, lorsque l'on se dégage de cette perception pour suivre le chemin des mathématiques, on voit que tout est très rigoureux. Il n'y a rien de plus réglé en fait que le Big Bang. Ça paraît extraordinaire de dire ça. Cependant, rien n'est laissé au hasard à l'échelle du Big Bang. Rien. Cette énergie qui se déclenche dans ce vide primordial, elle se déclenche de manière incroyablement ordonnée. Je vous donne un exemple. Oui. On parlait tout à l'heure de la constante cosmologique. On s'est rendu compte, lorsque Einstein l'a introduite, qu'il l'avait introduite pour des raisons conceptuelles, mais on s'est rendu compte par la suite que cette constante cosmologique joue un rôle, un vrai rôle. C'est elle qui nous permet de comprendre finalement à la fois le comportement dynamique, mais aussi le comportement géométrique, topologique de l'espace-temps. Et cette constante, elle est réglée de manière phénoménale, de manière très très précise. Ce réglage, il est de l'ordre de 10 puissance 120. C'est-à-dire que le petit 1 n'apparaît
qu'au 120e rang, après 119 0. Ça rejoint l'idée que si la Lune était plus distante de la Terre d'un certain nombre de kilomètres ou pas, la vie ne pourrait pas avoir lieu, des choses comme ça, vous voulez dire, mais sauf que c'est à l'échelle encore beaucoup plus... C'est à l'échelle du Big Bang. C'est-à-dire que tout ça, cette échelle du Big Bang implique que les phénomènes sont rigoureusement encadrés, réglés. Qu'il existe des nombres, par exemple, qui sont présents en ce moment-là. Prenez le nombre pi. Oui. Le nombre pi, qui est très familier à tout le monde, il était déjà présent à cette échelle-là, puisque c'est lui qui permet de calculer effectivement des cercles, le rapport entre une circonférence et un diamètre, etc. Il y a une autre star des nombres, le nombre d'or, ce qu'on appelle le nombre d'or, cette valeur qu'on retrouve est aussi... Bien entendu, tous ces nombres fondamentaux qui sont des nombres purs, hein, on appelle ça des nombres purs, peut-être pour nos chers web auditeurs préciser ce que c'est que le nombre d'or, c'est une proportion, un nombre qu'on retrouve un peu partout dans la nature. Ah oui, c'est un nombre qu'on retrouve un peu partout dans la nature qui correspond en fait à ce qu'on appelle un ratio. Il correspond à un ratio, ça veut dire en fait un calcul d'une fraction. D'accord. Alors, pour prendre un exemple d'un objet. Prenons juste le meilleur exemple possible. Il nous est donné par exemple, le nombre de pétales dans un champ de blé. On découvre tout d'un coup des fleurs, on peut découvrir des marguerites, on peut découvrir d'autres fleurs, et le nombre de pétales est réglé. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, par exemple, de fleurs qui aient 10 pétales. Pourquoi? Il existe en revanche des fleurs qui ont 5 pétales. Nulle part. Nulle part. On retrouve. D'accord. Il existe en revanche des fleurs qui en ont 5. Pourquoi? Eh bien, parce que le nombre de pétales des fleurs est rigoureusement déterminé par une suite mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci. C'est donc voilà. ce nombre... Sans entrer dans les détails de cette suite, ce qui est certain, c'est que cette suite guide dans la nature, pas seulement d'ailleurs le nombre de pétales des fleurs, mais énormément d'autres phénomènes, beaucoup d'autres phénomènes. Et pour répondre à votre question sur le nombre d'or, deux nombres successifs, qui se suivent donc, hein, de la suite de Fibonacci, lorsqu'on crée le rapport du nombre le plus élevé avec celui qui précède, eh bien on en arrive à créer comme ça une suite, enfin plutôt un rapport, et c'est ce rapport qui est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Ce rapport. D'accord, c'est le rapport. C'est un rapport. Hein. Et, on parlait de hasard. Le hasard me fait penser à une autre théorie célèbre, une théorie qui concerne plus l'espèce humaine que les étoiles. C'est la théorie de l'évolution selon Darwin. Alors, là, je caricature. Donc, c'est une théorie selon laquelle les espèces auraient en s'adaptant à leur environnement, évolué à partir d'une forme de vie primitive jusque celle de l'homme. Mais en étudiant cette théorie, je me suis rendu compte que selon Darwin, enfin que Darwin lui-même ne donnait pas au hasard une place si importante que ça dans sa théorie. Et vous, dans vos recherches, bon là on est d'accord, vous dites bien qu'au Big Bang, le hasard n'existe pas. Et dans vos recherches, vous laissez comme ça une part de hasard dans... Mais heureusement qu'il existe... Ce que nous disons, c'est que le hasard n'existe pas à l'échelle cosmologique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on regarde l'univers à très grande échelle, c'est-à-dire en fait aussi bien à très grande échelle dans l'espace qu'à très grande échelle dans le temps, on voit bien que le hasard ne joue aucun rôle. Parce que, comme le dit Kreshka, au moment du Big Bang, la constante cosmologique, par exemple, qui va régler le scénario cosmologique au moment de la naissance jusqu'à aujourd'hui, eh bien cette constante, elle est réglée selon un ordre de 10 puissance 120. Donc c'est absolument inimaginable. Enfin, c'est gigantesque. C'est un chiffre qui est démesurément grand. Donc ça veut dire que la précision qui découle de cette grandeur et de ce chiffre-là est absolument vertigineuse. Donc, première certitude, c'est que le hasard n'existe pas à l'échelle cosmologique. En revanche, il existe à des très petites échelles, à l'échelle de nos vies, à l'échelle de l'évolution sur une planète comme la Terre. Le hasard existe naturellement. Parce que moi j'ai pris le risque de donner mon interprétation selon Darwin. Pour vous, l'évolution des espèces, passer d'une espèce à une autre, ça puisse faire comme ça Le hasard absolument existe, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est encadré par un système de lois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une invariance des lois physiques sur lesquelles reposent les phénomènes de type biologique. Bien entendu, le hasard peut intervenir, mais il est encadré très profondément
par des lois qui, elles, sont invariantes. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'il y a comment dire, le système des lois qui guide l'évolution est un système qui lui-même ne peut pas obéir au hasard parce que il est contraint et il va contraindre l'univers tout entier jusqu'au système biologique le plus petit. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est vrai, ça paraît paradoxal et pourtant c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que la nature tout entière fonctionne donc en fonction de lois, mais ces lois introduisent des degrés de liberté. D'accord. Et ce sont ces degrés de liberté que l'on peut par exemple désigner sous le terme de hasard. Mais le hasard en fait est lui-même soumis à une programmation. Ça ressemble à la définition du destin un peu. On a chacun un destin, mais qu'on peut... ou alors plusieurs destins en fonction de nos choix finalement. C'est-à-dire que nous avons plusieurs lignes qui s'offrent ou s'ouvrent devant nous, qui nous laissent le choix. Ce que j'ai appelé le degré de liberté. Mais les degrés de liberté s'installent dans un cadre qui lui-même est un cadre, on va dire, rigoureux, en fait, législatif, pour prendre une expression qui serait... Oui, parce que l'univers est soumis à une loi. Voilà. Il y a un système de lois. Et les lois, évidemment, sont absolument implacables. D'accord. On ne peut pas s'y dérober. Si, par exemple, vous prenez la magnifique tablette qui est devant vous et que vous la laissez tomber, elle est soumise à la loi de la gravitation, elle va se briser. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Mais elle ne pourra pas se dérober à cette loi. D'accord. Bon, si le hasard est à relativiser, ou relativiser dans une théorie scientifique, quelle est la place de l'intuition dans les grandes découvertes ? C'est très important. La place de l'intuition est très, très importante. C'est d'ailleurs ce que disait Einstein. Einstein disait, dans la découverte scientifique, ce qui compte, ce n'est pas l'accumulation des connaissances antérieures, mais c'est l'imagination. Donc c'est une faculté qui, évidemment, ouvre des voies immédiates, directes, vers des réalités qui ne sont pas toujours visibles. Pour accéder à l'invisible, il faut en effet se référer, s'appuyer sur son intuition. Et c'est un petit peu l'intuition de l'artiste lorsqu'il découvre des nouvelles formes esthétiques. C'est aussi la démarche du scientifique lorsqu'il découvre des nouvelles formes scientifiques. D'accord. Bon, vous reconnaîtrez que si on mêle hasard et intuition, cela peut conduire à des erreurs. D'ailleurs, pour prendre l'exemple d'un des plus grands chercheurs, on en a parlé tout à l'heure, quelle a été la plus grande erreur scientifique d'Albert Einstein? Vous l'avez peut-être évoqué tout à l'heure en début d'émission. Quelle a été sa plus grande erreur scientifique, si on a eu une autre? On a de l'introduction de la constante cosmologique, qu'il a considérée comme étant vraiment l'erreur majeure, parce qu'elle était... Et selon vous Je pense que... Alors, en découle quand même cette autre vision erronée des choses, c'est tout de même le fait que, selon Einstein, pendant très longtemps, l'univers était statique. L'univers ne pouvait pas évoluer. Oui, ça voulait dire que l'univers n'avait pas d'origine. Donc il n'avait jamais commencé et qu'il n'aurait jamais eu de fin. On parlera de la fin d'ailleurs tout à l'heure. On a parlé d'erreurs, mais une partie de la communauté scientifique vous accuse de choses plus graves que de commettre des erreurs. Ils remettent en cause, en question, vos qualités de scientifique. Cher web auditeur, en effet, depuis que les frères Bogdanov posent la question de l'origine de l'énergie qui a précédé le Big Bang, entre autres, c'est le branle-bas de combat chez les matières grises en blouse blanche du CNRS, qui voient en ses frères des trous noirs aspirant toute la lumière de la notoriété, ou pire, comme des imposteurs. Et pour nous éclairer sur ce point, je convoque au bureau de la dissidence un physicien de l'Institut national de physique nucléaire et physique des particules du CNRS, Luis González Mestre, ça se prononce comme ça? Le nom de famille? Mestres, c'est bien dit. Alors, Luis González Mestres. Alors, s'il vous plaît, venez nous rejoindre.